Salut à toi frère chaud, bienvenue sur Born to be Paul, la seule et unique émission 100% dédiée aux hommes chauves et à la calvitie. Je m'appelle Kevin, si c'est la première fois que tu me découvres, je te dis bienvenue dans l'émission. Dans cette émission, j'invite des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des hommes qui acceptent leur calvitie, qui ont décidé d'accepter leur paire de cheveux pour la transcender et en faire quelque chose de productif. Aujourd'hui, je te présente Daniel Bloin. Daniel Bloin est un Québécois, oui, tu vas reconnaître l'accent, donc un Québécois, conférencier, auteur de best-seller. Il est l'auteur du livre Sortie de zone. Sortie de zone, donc c'est un livre qui parle de l'acceptation du changement et comment transcender sa vie en sortant de sa zone de confort. Si cette thématique te plaît, je t'invite à regarder la suite. D'autant plus, d'ailleurs jusqu'à la fin, parce que j'ai une petite surprise à te proposer. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Voilà, je te souhaite un excellent visionnage et à tout de suite. Daniel Bloin! Salut les chauves. Alors aujourd'hui, je suis un invité spécial, une star internationale, le champion, on va dire, mondial de la sortie de zone de confort. D'ailleurs, c'est toi l'inventeur, je crois, de l'expression sortie de zone. Ben écoute, l'expression sortir de sa zone de confort, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ouais. On s'entend tous là-dessus. Mais dire je fais une sortie de zone en faisant allusion à un changement quelconque ou à transcender une peur ou à un inconfort quelconque, faire une sortie de zone, ça, je pense que c'est moi qui l'ai inventé. Voilà. C'est parce que ça existe depuis la publication de mon premier livre qui s'appelle. Je crois en 2014, ton premier. Hein. Ouais. Et pourquoi sortie de zone? Ou entrée de zone, mes deux premiers livres, c'est parce que ce sont deux expressions de hockey sur glace. Et moi, je joue au hockey sur glace. Ouais, t'es un grand fan de hockey. Ouais. Tous les joueurs de hockey sur glace connaissent l'expression faire une sortie de zone et une entrée de zone. Mais c'est nouveau qu'on applique ça à un changement de vie. C'est vrai, parce que nous, c'est vrai qu'en France, on n'est pas très hockey. Le hockey, alors au Canada, c'est vraiment une religion, le hockey, tu vois. Vous, le soccer, le football, le soccer. Parce que je rappelle quand même qu'on a affaire à un Québécois. Alors attention, pas de remarques sur les Québécois. Moi, j'ai vécu au Québec, mon frère vit au Québec. Hein, on a tous des accents différents. Et moi, j'adore l'expression québécoise. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez rire. Je m'en fous. On aura des expressions québécoises, avoir de la misère à, avoir chier, et oui. Les jurons peut-être, calice, tabarnak. D'ailleurs, on dit tabarnak, pas tabernacle, attention. Ouais. Il n'y a rien de pire qu'un Français qui essaie d'imiter un Québécois qui sacre. C'est jamais bon. Ça. Les Français pensent qu'ils sont bons pour nous imiter, mais arrêtez tout de suite. Je vous le dis, il y en a un bon. C'est pas Gad Elmaleh, il a vécu au Québec. Il imite très très bien les Québécois, Gad Elmaleh. Fait que là, à un moment donné, quand le gars, il va vouloir faire carrière, tu sais, qu'à un moment donné, le gars, il va vouloir y aller. Vraiment. Je vais vous dire la pire chose à dire si un jour vous venez au Québec, là, je vais vous dire tous les gros jurons dans une phrase. Là, c'est esti de calice de tabarnak de ciboire. Ah, c'est bien sûr. C'est comme ça, ne dites jamais ça. Il y a un mot aussi interdit, c'est gosse. Hein? Parce que tu sais, qu'un Français, pour un Français, avoir des gosses, avoir des enfants, alors que pour un Québécois, avoir des gosses. Avoir des couilles. Avoir des couilles. Il y a aussi l'expression comme foufoune, c'est les fesses. Enfin, tu vois, foufoune, c'est autre chose en France. Hein. Et un 5 à 7, c'est pas la même chose non plus. Nous, ouais. Nous un 5 à 7, c'est un happy hour. Et vous, c'est d'autres choses. C'est exactement ça, ouais. Une chienne, ça n'a absolument rien. Au Québec, là, c'est une expression très québécoise, très important que vous sachiez avoir la chienne. Ça n'a rien à voir avec le bébé à quatre pattes. Ça veut dire avoir très, très peur. Avoir peur beaucoup. Oui. Alors toi, c'est pas facile de te présenter Daniel Bloin parce que tu as plusieurs vies en une vie. Alors d'abord, tu as fait des études dans l'administration à l'Université de Laval. Tu voulais dans le marketing aussi. Tu te présentais en fait un faire un métier, on va dire, classique. Et alors là, tu as un truc incroyable, c'est que tu t'es retrouvé à faire une tournée mondiale avec le groupe Up With People, si je ne me trompe pas. Exactement, américain. À 21 ans. Alors là, ce qui est incroyable, je veux que tu me racontes ça, parce que tu as des anecdotes rigolotes dans ton livre Entrée de zone, sortie de zone. Alors tu te retrouves, tu ne sais pas jouer d'un instrument de musique, tu sais même pas chanter, tu sais même pas jouer, tu sais même pas parler anglais. Ah, écoute, moi à l'époque, mon idole, c'était John Bon Jovi, de Bon Jovi, le groupe américain. Ça rajoute. Moi, je voulais vivre une tournée de sexe, drogue and rock'n'roll dans le monde. Moi, c'était mon rêve. Vivre sexe, drogue and rock'n'roll, faire une tournée mondiale de musique. Moi, je ne pouvais pas croire qu'il y en a pour qui ça, c'était le boulot, c'était le travail. John, lui, le matin, il se lève, il va jouer de la musique devant des milliers de personnes. Le lendemain, il retourne au boulot. Il fait des spectacles devant des milliers. Pour moi, ça, c'était surréel. C'était trop beau pour être vrai. Moi, j'aurais donné de l'argent pour faire ça. J'aurais payé pour faire son travail.
Est-ce que tu connais beaucoup de travail, toi, ou que tu donnerais de l'argent pour faire le travail de l'autre? Là? Moi, j'en connais pas beaucoup, mais moi, je voulais payer pour faire ça. Mais à l'époque, quand j'avais 20 ans, là, je jouais pas de musique, je chantais pas, je connaissais rien là-dedans, je jouais pas dans un band, je faisais rien. Là. Mais j'avais connu un groupe américain qui s'appelle Up With People. Ça, c'est un groupe qui existe depuis 50 ans. Et à l'époque, vous connaissez tous le Super Bowl américain. Oui, ça on connaît. La finale de foot américain. À la pause, à la mi-temps, il y a toujours un spectacle international, une grande vedette internationale. Avant que le Super Bowl engage des grandes vedettes internationales, c'était mon groupe, Up With People, qui faisait les spectacles de la mi-temps sur le terrain. Et je me suis souvenu que ce groupe américain qui faisait des tournées mondiales, c'est des groupes de 150 jeunes, de 18 à 25 ans. Donc, c'était un gros groupe. C'était un gros spectacle de variété, là, avec des chanteurs, des danseurs, plein d'animations, un gros effet de foule, de plein de monde sur la scène en même temps. Là. Et je me suis souvenu que le groupe engageait les jeunes basés uniquement sur leur personnalité et non sur leur talent, en chanson, en musique ou en danse, parce qu'ils savaient que sur le lot, à chaque année, il y avait des gens ils étaient bons dans tout, et à chaque année, ils pouvaient monter le spectacle et partir en tournée mondiale. Ils faisaient vraiment des grandes tournées mondiales, des gros spectacles. Et écoute, moi, je voulais faire ça. Moi, c'était la seule chance que j'avais dans la vie de faire une tournée de musique dans le monde, parce que je ne savais rien faire. Je n'avais aucun talent, mais j'avais peut-être une personnalité. Donc, je suis allé voir je suis allé vérifier si j'avais une personnalité, et j'ai été accepté après un spectacle au Québec. J'ai passé une entrevue, je reçois une lettre de Tucson, en Arizona, où était basée la maison mère. Maintenant, c'est à Denver, au Colorado. Et là, ça me disait, Daniel, bravo, nous t'acceptons. Mais moi, à l'époque, je ne jouais pas de musique, je ne chantais pas, je ne dansais pas. Et il me demandait sur la lettre, là, il me demandait ce que je savais faire, comme si je savais jouer d'un instrument de musique. Puis là, il y avait des choix de réponse. Et moi, il y avait le choix guitare. Est-ce que tu sais jouer de la guitare? Et moi, je me suis dit, tant qu'à vivre du fou, déjà, je pars en tournée mondiale. Pour moi, c'était fou. Dans 10 pays, tous les États-Unis, le Canada, l'Europe, la Scandinavie. Et je me suis dit, il me semble que ce serait vraiment très agréable de faire ça comme ça. Tant qu'à faire une tournée de musique. Donc, j'ai coché, je joue de la guitare. Et sur la lettre, c'est écrit, si tu coches que tu joues un instrument, premièrement, enregistre-toi une maquette, un démo de toi seul qui joue de ton instrument sur la cassette et renvoie-nous ta cassette avec ta réponse. Évidemment, moi, je ne savais pas jouer de la guitare, mais j'avais un ami qui est très bon à la guitare. Fort, ça. Donc, j'ai enregistré mon ami, j'ai envoyé ma maquette et ils m'ont réécrit en me disant, hey, Daniel, on a écouté ta maquette, tu es vraiment très bon à la guitare, apporte ta guitare cet été. Il me restait 7 mois pour apprendre la guitare. Moi, je pouvais pas leur dire que c'était une blague. Là. Moi, je suis un humoriste. J'enregistre des amis, je trouve ça drôle. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, il me restait 7 mois pour apprendre la guitare. J'ai appris des accords de base. Je suis arrivé aux États-Unis. Écoute, je ne savais pas parler anglais non plus. Ah ouais, alors raconte-nous l'anecdote comme des toilettes avec WhatsApp. Hein. Alors ça, c'est pas mal. Ça, ouais. Mon niveau d'anglais, là, pour donner une idée à tes auditeurs de mon niveau d'anglais, là, premier jour de l'été, on passait tout l'été dans un high school américain. Tout le high school était fermé, il était à nous pour tout l'été. On pratiquait, on montait la scène, la technique, le spectacle avant de partir en tournée mondiale. Et le premier jour, je suis aux toilettes, je suis en train de faire pipi. Et là, il y a un gars qui arrive à côté de moi, puis il me dit, un Américain du groupe, il arrive à côté de moi et il me dit, hey, what's up? Moi, je te jure, quand il m'a dit ça, j'ai fait. Premièrement, je n'étais pas habitué qu'on me parle qu'un inconnu me parle pendant que je suis en train de faire pipi. Et deuxièmement, moi, WhatsApp, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. J'ai aucune idée de ce que ça voulait dire. Et je pensais qu'il venait de me poser une question sérieuse. Donc, moi, dans ma tête, je suis en train de faire pipi. Et là, je me disais, WhatsApp, qu'est-ce que ça veut dire? What is up? What is up? Et donc, là, je me suis mis à regarder au plafond. Parce que je pensais qu'il m'avait demandé qu'est-ce qu'il y a au plafond. Ouais. Moi, j'étais pas très fort en anglais. Mais c'est logique, hein? C'est comme un enfant. Tu dis WhatsApp, c'est pas, tu vois, c'est... Ben pour moi, c'était pas fou comme traduction au direct, mais WhatsApp. Ah non, c'est pas délirant du tout. Écoute, là, j'ai aucune idée pourquoi. Là, une autre expression très québécoise. Fouille-moi pourquoi. Là. Fouille-moi pourquoi, ça veut dire essaye de trouver sur moi, là, fouille. Ouais. Essaye de trouver la réponse, tu ne la trouveras pas parce que moi non plus, je ne l'ai pas. Ça, c'est l'expression très québécoise. Fouillez-moi pourquoi. Dans le milieu du stage, là, c'est un grand groupe, là, 30 managers, des finances, du marketing, des camions, des avions, de la technique et tout ça. Ils me disent, ouais, Daniel, toi, finalement, là, tu vas avoir un des 3 rôles principaux de tout le spectacle. Au début du spectacle, tu vas toujours arriver seul sur la scène. Vous allez toujours être 3. Là, et tout le spectacle, tu vas animer le spectacle en anglais. Donc, tu vas avoir beaucoup de textes en anglais à apprendre pendant 2 heures. Tu ne sais pas parler anglais, on rappelle, tu ne sais pas parler anglais, tu ne sais pas chanter. Ah non, j'étais très mauvais. Tu vas entrer, tu vas sortir, tu vas entrer, tu vas sortir de scène. Et deuxièmement, un autre détail.
au début, quand tu vas arriver seul sur la scène avec tes deux amis, là, au début du spectacle, tu vas toujours apporter avec toi ta guitare acoustique. Parce que toi, là, il me parle à moi, là, tu vas commencer la chanson thème du spectacle, seul à la guitare, et tu vas chanter la chanson seul. Et dans le milieu de la chanson, le vrai band va arriver en arrière de toi, le guitariste, le bassiste, le drummer, le pianiste et tout ça. Et vers la fin de la chanson, les 150 jeunes vont toujours arriver par surprise, par en arrière de la salle. Ils vont tous courir dans les allées. Ils vont tous monter sur la scène en arrière de toi flippant, pendant que tu joues. Putain, et à la dernière note, les 150 vont être dans ton dos. Voilà. Le spectacle va toujours commencer comme ça dans le monde. Je te jure que lorsque j'ai appris ça, là, moi, je voulais mourir. J'ai commencé à faire de l'angoisse, à mal dormir. C'est là que j'embarque dans le sujet sortie de zone. C'est là que le sujet... oui. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Et là, je ne pouvais pas croire que j'allais vivre une torture mentale, moi, dans un mois. Là, mon premier spectacle à vie. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Là. Parler en anglais, jouer de la guitare, surtout pas devant des milliers de personnes. Écoute, mon premier spectacle, c'était un flop monumental. J'avais complètement oublié mon texte. Je savais plus ce que je faisais là. Je voulais mourir. Une grande humiliation. Là. J'avais vraiment de l'air con. Là. J'étais sur la frontière du Mexique, en Arizona, et j'avais 1000 jeunes devant moi. 1000, c'était quand même beaucoup là, pour un premier spectacle à vie. Là, quand tu n'as jamais joué dans un band, dans un bar, dans un restaurant. Ouais, c'est sûr. Et écoute, moi, c'était une humiliation totale. J'avais eu de l'air con. J'avais complètement oublié mon texte. Et là, je pensais que la vie m'envoyait un message. Je pensais que la vie était en train de me dire, Daniel, tu n'aurais pas dû faire ça. Vois-tu ce qui arrive dans la vie quand on ne sait pas jouer de la guitare et qu'on ne sait pas parler en anglais? Hein? C'est ça. On est dans la grosse merde, dans le gros caca. Donc, ça va pas bien. C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que tu pensais que ça serait. Mais qu'est-ce que tu essaies d'accomplir, le clown? Ça ne sert à rien de faire ça. Pourquoi tu t'imposes autant de stress et de difficultés dans la vie? Ça ne sert à rien. Pourquoi tu ne resterais pas dans ton trou, dans ta fosse, dans ta zone? Continue à faire ce que tu faisais avant, que tu connaissais, qui était facile. Donc, moi, je pensais que la vie m'envoyait un message. Parce que c'est difficile, je vais arrêter tout de suite. Hein? C'est ça le message qu'on capte souvent. Ouais. Bon, moi, je pensais ça, mais eux, ils le savaient. C'est un groupe qui existe depuis 50 ans. Ils travaillent avec des jeunes. Travaillent avec des jeunes depuis 50 ans. Ils savaient très bien. C'est ce qui m'avait expliqué l'analogie du saumon. Là. Lorsque tu vas sortir de ton trou, de ta fosse, de ta zone, et que tu vas essayer d'accomplir quelque chose de nouveau dans la vie, tu vas faire une sortie de zone. Tu vas embrasser le stress, l'inconfort, le difficile. Comme le saumon qui sort de la fosse, ça va être difficile tout de suite. Ouais, tu vas te mettre le nez dans le courant tout de suite, dès que tu vas sortir de ta fosse. Et ce n'est pas un message de la vie. Là. La vie n'a aucun rapport là-dedans. C'est des mathématiques et de la physique. C'est-à-dire que tu es juste dans le courant. C'est pas un message, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour ça parce que c'est difficile, stressant et angoissant et inconfortable. Non, ça veut juste dire ferme ta gueule et continue. Ouais, continue. Dans le courant. Là, et un jour, donc dans le courant, tu vas devenir de moins en moins mauvais. Ça va devenir de moins en moins inconfortable, stressant ou de l'inconnu. Ça va devenir de plus en plus du connu. Et un jour, au point de bascule, comme le saumon qui commence à passer sous le courant, tu vas redevenir très confortable, à l'aise, en possession de tes moyens, confiant à faire le nouveau truc. Donc, alors que je voulais abandonner, lorsqu'on a la vie d'en face, on veut abandonner. Hein? Premier réflexe, c'est de revenir en arrière. Parce que le courant veut nous retourner en arrière. C'est de la physique. Mais si on continue, un jour, écoute, j'ai continué. Je suis devenu de moins en moins mauvais. C'est devenu de moins en moins stressant, jusqu'au point de bascule. Et au point de bascule, je te jure, je l'ai tellement fait, c'est devenu intégré. Et là, je suis devenu très confiant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je pouvais improviser sur scène, animer 2 heures en anglais, jouer de la guitare, je m'en foutais, zéro stress. Mais c'est pas parce que j'étais bon ou meilleur qu'un autre ou que j'avais un talent naturel, rien à voir. J'étais rembarqué sur le vélo une centaine de fois. Rembarque sur le vélo, rembarque. Et là, je pouvais être confiant. Et j'ai passé de loin ce qui s'est passé après le point de bascule. Moi, il s'est passé de loin la plus belle année de ma vie. J'ai fait une tournée dans 10 pays pendant une année complète à faire des shows. Écoute, j'ai été invité chez Bill Clinton et Hillary Clinton en Arkansas, alors qu'il était gouverneur de l'Arkansas, 30 jours avant qu'il se fasse élire à la Maison-Blanche. Pendant mon année en tournée, il s'est fait élire à la Maison-Blanche.
Et j'ai reçu une lettre de leur assistante personnelle de la Maison-Blanche qui m'invitait à la Maison-Blanche. Mais des trucs de fou. Là. J'avais fait un discours au Parlement européen à Strasbourg. Il y a un Parlement européen à Strasbourg. Hein? En tout cas, à l'époque, il y en avait un. J'avais fait un discours là-bas. J'ai fait des spectacles jusqu'à Helsinki en Finlande. Des trucs de fou. Là. À 21 ans, j'ai même travaillé à Strasbourg. J'habitais dans le quartier de la Petite France pour préparer l'arrivée du groupe. J'ai travaillé un mois à Strasbourg à 21 ans, entre autres. Hein. Mais des trucs de fou là, que je pensais jamais vivre de ma vie. Et j'ai passé de loin la plus belle année de ma vie. Une des plus belles années de ma vie. Moi, c'était à 21 ans. Parce que j'ai décidé d'embrasser l'inconfort, le stress, le difficile. J'ai décidé d'accepter de le vivre. Ce n'est que ça qui m'a permis de vivre une année de fou, une de mes plus belles années à vie. Parce que la première tentation la plus facile, ça aurait été de dire ben, je ne suis pas bon, je ne suis pas prêt. Je vais attendre d'être prêt, d'être très, très, très prêt, d'avoir atteint la perfection. Et là, un jour, je vais appliquer. Je vais essayer de faire ça. Ça ne serait jamais arrivé. Ça, c'est juste une preuve parmi tant d'autres hein, que la seule façon d'obtenir des résultats de fou dans nos vies à nous, pas pour impressionner les autres, juste pour créer de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice dans notre tête, nous sommes obligés d'embrasser l'inconfort, de le vivre. Sinon, ça veut dire qu'on fait juste copier-coller et on fait des trucs faciles et connus. Et ça, c'est impossible de passer à un autre niveau lorsqu'on fait des trucs connus sans arrêt. C'est impossible. Ça, c'est comme un poisson rouge qui tourne en rond. Qui tourne en rond en espérant se rendre à quelque part. C'est un zombie. Ça n'arrive pas. Quand est-ce qu'on sait l'intuition, c'est le bon moment de faire quelque chose, de faire une sortie de zone, d'après toi? Il y a deux endroits où on commence à souffrir dans notre processus de vie, je pense. Hein. C'est lorsqu'on a fait le tour de la fosse. Qui dans tes auditeurs n'a pas déjà ressenti un jour le sentiment d'avoir fait le tour? De commencer à s'éteindre, de ne plus être allumé, de ne plus avoir la flamme, de ne plus avoir d'enthousiasme, d'étincelles dans les yeux, de feux d'artifice dans sa tête, c'est-à-dire de ne plus être motivé. Qui n'a jamais senti ça? Tout le monde vit un jour ça. Ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'on ne grandit plus, qu'on n'évolue plus, qu'on ne progresse plus. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à s'éteindre. Parce qu'on pense que la vie, c'est une fois qu'on a atteint une fosse, une zone de confort, on passe tout le reste de la vie. C'est ce qu'on nous vend en fait à l'école. C'est ce qu'on nous vend en fait. C'est le modèle. C'est ce modèle-là. C'est complètement ridicule. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on a une poussée de vie. On sent qu'on doit avancer dans la rivière, c'est-à-dire se mettre le nez dans le courant entre deux fosses. On doit sortir de la fosse, comme le saumon qui le sent. Le saumon ne comprend rien. Il le sent. C'est une poussée de vie. Mais par contre, les humains, on a le choix. Les humains et adultes, on a le choix. On peut sortir, oui ou non, on décide. Et c'est pour ça qu'on fait pitié, on le sent qu'on veut avancer, qu'on est en train de s'éteindre, mais parce qu'on a peur, on reste dans la fosse. Comme le poisson rouge qui tourne en rond, il pense que c'est ça la vie. Il pense que c'est comme ça qu'on se sent vivant. Non, pas du tout. Et tu parlais de l'utérus tout à l'heure, mais c'est tous notre première plus grande sortie de zone à chacun. Là. Tout le monde l'a vécu, ça. Et c'était tellement difficile qu'on a chialé, on a braillé en sortant en faisant notre sortie de zone, en sortant vers l'inconnu. Là. Mais c'est vrai, là, si on avait été rationnel, intelligent, là, comme un adulte à l'époque, dans l'utérus, là, alors que tout était parfait, la sécurité totale, le confort total, la watt, on est branché sur le frigo, même pas besoin, aucun stress. On a tout gratos, hein, on a l'électricité. Si la vie nous avait demandé, Daniel ou peu importe Kevin, OK, tu as le choix. Est-ce que tu as le goût tu sens que tu dois sortir parce que le jour est arrivé, mais tu as le choix. Est-ce que tu veux sortir d'ici, oui ou non? Prends une décision très éclairée, rationnelle, sois raisonnable. Fais la liste du pour et du contre, OK? Fais ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Écoute, c'est parce que la liste du contre, OK, pourquoi je sortirais d'ici? Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre bord. Est-ce que je vais être beau? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais avoir une maladie? Est-ce que je vais avoir un handicap? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'accueillir de l'autre côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté? Et regarde la sortie de zone, là, ça va être très difficile. Ça va être tellement difficile que tu vas chialer, brailler, tu vas pleurer en sortant. Là. OK, tout ça, là. C'est sûr que, à part dans la liste du pour, c'était, on le sent, que la vie nous pousse. OK, mais si on avait été
rationnel, intelligent. Parce qu'on pense que c'est ça l'intelligence, nous, les humains adultes. On pense que l'intelligence, c'est être rationnel. Alors ça, on va en parler. Alors, je ne peux pas te couper parce que, justement, tu fais une différence entre la rationalité, qui est le siège de la peur, et l'inspiration qui a bulle. Voilà. Donc, en gros, il y a la bulle de vie. Moi, j'ai défini ça comme ça. C'est un moment. Alors, donc, la bulle, ce que tu appelles la pulsion, l'intuition, voilà, la pulsion de vie. Pour moi, j'ai compris que c'est un moment excitant et court où tu as une inspiration, une excitation qui s'exprime librement. Et ça, c'est comme une bulle parce que pour moi, c'est fragile. Et très vite, le cerveau, il vient dedans le rationnel dont tu ne devrais pas le faire. Et la peur rationnelle. Donc, toi, c'est ça, c'est les freins pour toi. C'est le deux freins, le peur et rationalité. Voilà, c'est les deux. On est complètement déchiré entre nos poussées de vie. Ouais. Parce qu'on est Elles sont irrationnelles, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça, en fait. Pardon? Elles sont irrationnelles, nos pulsions de vie, en fait. Absolument. C'est absolument. fou. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. On est continuellement en pleine expansion, comme l'univers. Et ça, c'est scientifique, c'est pas moi qui l'invente. Continuellement en pleine expansion. Et de toute façon, qui n'est pas d'accord dans ton groupe ou dans tes auditeurs avec le fait que si j'affirme que nos désirs, nos goûts, nos aspirations, nos rêves, nos besoins, tout ça change continuellement dans la vie, du début de notre rivière jusqu'à la fin. Qui n'est pas d'accord avec ça? C'est impossible de ne pas être en accord avec ça parce que ça change quand tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80. Ça change sans arrêt, ça. Oui. Nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos besoins, tout ça, là, ça change sans arrêt. OK, donc, parce que la Terre tourne. Si ça change sans arrêt, mais c'est quoi qu'il faut faire par rapport à ça? Ben c'est ça. C'est d'être en vigilance continuellement, avoir l'audace de notre cohérence. Parce que ça change. Notre cohérence est en mouvement sans arrêt. Et c'est pas de la philosophie ou de la croyance. Non. C'est vrai. Là. Ne me faites pas à croire que vous avez les mêmes besoins, goûts, aspirations, rêves que lorsque vous aviez 10 ans, 20 ans, 30 ans. Peu importe, c'est pas vrai. Là. Ne me faites pas croire le contraire, c'est pas vrai. Là. Donc, si c'est vrai, OK, ben c'est quoi qu'il faut faire par rapport à ça? Ben c'est ça. C'est ça qui est difficile. C'est d'être en cohérence avec ce qu'on sent. Il n'y a rien de rationnel à nos besoins, nos rêves, nos ressentis, nos aspirations. Il n'y a rien de rationnel à ça. Ce n'est pas une décision. Là. On le sent, ça. Lorsqu'on commence à avoir fait le tour, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, ça dépend de chacun. Là. Lorsqu'on le ressent, ça arrive. Ce n'est pas nous qui décidons quand ça arrive. Là. Ça arrive. La seule chose qu'on peut faire face à ça, c'est de résister et souffrir, c'est-à-dire faire semblant qu'on ne sent rien, nier, repousser, pousser le plus tard possible. Donc, se rendre jusqu'au burn-out et à la dépression, tout ça. Là, et le cancer aussi, je pense que ça veut juste dire souffrir, résister à ça, parce qu'on a peur. Et ou l'embrasser, c'est-à-dire accepter de vivre l'inconfort, le stress d'une progression en rivière. De se mettre le nez et d'accepter de vivre du difficile. Ouais. La vie, ce n'est pas facile. Il faut que ça soit difficile pour passer à un autre niveau. S'entraîner, devenir en forme physiquement, ce n'est pas facile. Oui, mais c'est parti même de la musculation d'ailleurs. Tu sais que la musculation, en fait, quand tu t'entraînes, en fait, tu crées un gros stress sur ton organisme. Tu sais, tes muscles, ils se reconstruisent et c'est ça qui fait grossir les muscles en fait. C'est une petite stress qui s'occasionne et voilà, qui fait gonfler tout simplement. C'est des micro-déchirures. Voilà, c'est ça. Et ça, ce n'est pas facile. C'est que l'anabolisme, etc. Et voilà, ça te fait. Voilà. Ouais. Ça fait mal, ça, des micro-déchirures. Bien sûr. Si vous ne vous êtes jamais entraîné, que vous décidez de vous entraîner toute une journée, là, sans arrêt, ben, le lendemain, vous ne serez plus capable de bouger votre muscle. Tellement ça va faire mal. C'est vrai. Parce que c'est des micros. Mais ça, ce n'est pas un message de la vie. Là. La vie n'est pas en train de vous dire arrête de t'entraîner. Ça fait trop mal. Arrête ça. C'est pas bon pour ta santé. C'est pas ça du tout. Là. C'est pas ça la leçon. Non, ça veut dire ferme ta gueule et continue. Arrête de chialer, brailler, te plaindre, faire pitié. Ça fait mal, ça fait... Non, ta gueule. Ferme ta gueule et continue. Avance. Et un jour, ça va devenir dur en santé et tu vas pouvoir lever n'importe quoi. Et tu ne voudras plus revenir en arrière parce que tu sais ce que ça donne. Donc, il faut savoir embrasser le difficile. Et c'est un de nos plus grands problèmes, je pense.
c'est qu'on dans la société en général, on ne parle que de confort et de sécurité. Oui. Confort, sécurité, sécurité. Peur. Confort, sécurité, confort. Ouais. Faut éviter les risques. Faut pas qu'il y ait de risques. Faut pas. Reste pas ça, la vie. Hein? La vie, ce n'est que du risque. Ce n'est que du difficile. Ce n'est que de la progression. Ce n'est que des micro-déchirures. Si tu n'es pas capable de vivre ça, tu vas souffrir toute ta vie parce que la Terre tourne et tu vas être obligé d'embrasser le changement sans arrêt, même si tu ne veux pas. Même si tu ne changes pas de travail ou de carrière toute ta vie. Même si tu fais le même métier, même carrière toute ta vie, là, tu vas être obligé de vivre du changement sans arrêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vit pas de changement avec le coronavirus présentement? Là? Non. Ouais. Et la Terre s'en fout qu'on ait le goût ou non. La Terre tourne. Et écoute, moi, ça fait des années, je parle de ça à temps plein. C'est ce que je fais en conférence partout dans le monde avec mes livres et mes coachings et mon site Internet. Je parle de ça depuis des années. Là. Est-ce qu'on est en train de vivre le coronavirus? Là? C'est la même chose. C'est juste à l'échelle mondiale. Ouais, donc, c'est plus gros, c'est plus long, c'est juste à une autre échelle, mais c'est exactement le même processus. Et un jour, il y aura un point de bascule où on va faire une entrée de fosse, une entrée de zone. Alors, entrée de fosse, je veux que tu racontes parce qu'on parle beaucoup d'entrée de fosse. Alors, on va parler sur ton analogie du saumon. Et notamment l'entrée de fosse, c'est intéressant. Tu vois, parce que le saumon, alors tu veux nous raconter quand même la différence entre le saumon du Pacifique et de l'Atlantique, ça c'est rigolo, j'ai appris des choses sur le saumon. Alors ça, c'est va dire, c'est concept phare, c'est le saumon, dont tu parles d'ailleurs dans l'entrée de zone, et on va en plus faire la transition un petit peu sur ton livre Salomon le saumon, qui est un roman sur un saumon, ça s'appelle Salomon, et en fait, ça, c'est une mise en place en fait des concepts de tes 2 premiers livres en fait, tout simplement. Alors parlons un petit peu de ton analogie du saumon, si ça m'intéresse. Hein, écoute, et le concept de la fosse. Je sais pas d'où c'est venu là, mais à un moment donné, j'ai eu une révélation que je me suis dit, on a exactement la même vie qu'un saumon. C'est-à-dire, ne me jugez pas tout de suite, ne riez pas de moi tout de suite. Mais c'est vrai, on a la même vie qu'un saumon. C'est-à-dire qu'on grandit dans notre océan. L'océan, le saumon grandit dans l'océan, soit dit en passant. Il va jusqu'au Groenland, dans le nord. Il grandit, il devient mature. Et lorsqu'il est devenu mature, assez grand, assez vieux, il est obligé de retrouver sa rivière, revenir à sa source. Ils remontent tous dans la bonne rivière dans laquelle ils sont nés depuis des milliers d'années. Et aucun saumon ne s'est trompé, même s'ils sont complètement imbéciles. Écoute, il n'y a pas de preuves là-dessus. Là. Il y a des théories. Des scientifiques disent ils suivent l'odeur. OK, mais suis l'odeur du Groenland jusqu'à la rivière du Québec. Là, ouais, alors c'est de l'intuition, c'est marrant. T'as un crise de bon nez. OK? C'est soit tu suis l'odeur, ou d'autres scientifiques ils essayent d'expliquer en disant que le saumon suit les champs magnétiques de la Terre. OK, d'accord. OK, ben nous, faisons la même chose. C'est-à-dire, suivons les champs magnétiques de la Terre, ça veut dire, suis ce que tu sens que tu dois faire. C'est ça le champ magnétique de la Terre, OK? Et moi, ce qui me fascine, c'est que les saumons, quand ils doivent retrouver leurs rivières, qui sont assez grands, matures, mais c'est la même chose que moi, la vie m'a posé la même question. Là. La vie nous pose tous la même question. Lorsqu'on devient grand, on a fini l'école, on a fini le lycée ou tout ça, là. On est rendu grand. Et là, la vie nous demande, Daniel, Kevin, vas-y, choisis ta rivière. C'est à ton tour maintenant. Et ce qui est fascinant, là, c'est que nous, on est intelligents. Là. Les humains, on réfléchit, on prend des décisions éclairées, rationnelles. On fait la liste du pour et du contre. Et nous sommes, contrairement au saumon qui ne se trompe jamais depuis des milliers d'années, nous sommes des milliers d'humains à nous tromper de rivière à chaque jour sur la Terre. Parce qu'on prend des décisions éclairées, nous. On se dit, moi, je ne suis pas con, je ne suis pas un saumon. Non. Donc, moi, je vais prendre la rivière la plus longue, la plus facile, la moins de chute, la moins douce et idéalement la plus payante, où je vais faire le plus d'argent possible. Donc, on est des milliers d'humains à se tromper de rivière à chaque jour. Parce que moi, ce que je dis, ce qui se passe, ce que je pense qui se passe, quand le saumon redescend la côte pour faire sa migration, il doit trouver sa rivière. Il lui passe, quand il descend la côte, là, il lui passe des dizaines de rivières devant le visage, devant le nez. Là. Et à un moment donné, quand il est rendu à la bonne, celle qu'il doit reprendre pour revenir à sa source, moi, je dis qu'il se passe un vv. Je ne sais pas exactement si c'est un vv. J'ai rarement parlé avec un saumon, donc je ne saurais jamais. Mais il se passe quelque chose. Je sais qu'un saumon, c'est con. Mais ce n'est que du ressenti. Eux, ils sentent qu'elle, c'est la bonne rivière. Ils ne se mettent pas à réfléchir, à faire la liste du pour et du contre. Non, ils prennent la rivière qu'ils sentent, c'est-à-dire que nous, qui crée de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice dans notre tête, c'est elle qu'on devrait suivre. Et il ne prend pas la plus longue, la plus facile. Non, il prend elle qui va le faire revenir à sa source, à ce qui est supposé devenir.
Et une fois qu'ils rentrent dans la rivière, c'est-à-dire comme nous, lorsqu'on termine, on devient adulte, la vie, c'est une succession continue de fausses, courants, périodes faciles, difficiles, jusqu'au bout. Et au bout de la rivière, c'est fini. Il y a 2 types de poissons. Moi, c'est mes 2 exemples, le poisson rouge et le saumon. Le poisson rouge, c'est comme un bébé dans un utérus. Là. Il est 100% en sécurité. Là. Il vit zéro stress. Mais c'est 2 poissons qui vont mourir. Les 2 vont mourir. OK. Quelle vie on veut? La vie du poisson rouge, qui est 100% en sécurité, il ne vit jamais de stress. Confortable. La ouate, c'est facile. Facile. Il n'a même pas à réfléchir. Il fait ça comme ça. Il se fait nourrir par en haut. Ou qui se sent le plus vivant? Quelle vie on veut rendu au bout de nos vies? Ou la vie du saumon qui remonte une rivière? Mais c'est difficile. C'est pas facile. Il y a des ours, il y a des rapides, il y a des chutes, il peut mourir. C'est dangereux. C'est dangereux pour tout le monde. Ça prend de l'énergie. Il vit du stress. Qui se sent le plus vivant? Qui revient à sa source? Qui devient ce qu'il est réellement supposé devenir? Là, je vous entends tous penser, vous allez tous dire, ah ben, moi, je veux vivre la vie du saumon, me sentir vivant comme ça. OK. Mais pourquoi vous faites tous en votre possible, tout en votre possible, pour vivre la vie du poisson rouge? 100% sécurité, confort. Ce serait le salarié un peu. La ouate, on se pose plus de questions. Et là, on fait le tour. On fait le tour et on pense que c'est ça la vie. Que ça, c'est vraiment très agréable. Ça met tellement de joie, d'enthousiasme dans ma tête là, de faire le tour le plus longtemps possible. On est des saumons. Ce qui arrive, c'est qu'on est réellement des saumons qui remontons nos rivières. Mais malheureusement, on passe notre vie dans la première fosse venue. Parce qu'on a peur d'avancer dans la rivière. Et là, on meurt. Et c'est pour ça que Salomon, lors de son parcours, croise des saumons, des zombies vivants qui sont en train de changer même de couleur, vraiment. Parce qu'un saumon qui est en train de mourir change de couleur. Ouais, il devient orange, rouge, je crois, c'est ça, il devient un peu... Ouais, ça, c'est le saumon surtout du Pacifique qui devient... Ouais, parce que là, tu as un grand connaisseur. Il y a le Pacifique, l'Atlantique, c'est pas le même saumon. Hein. Exact, c'est pas le même saumon. Il y a des petites différences, mais c'est ça notre problème. C'est qu'on passe notre vie dans la fosse, on tourne dans la fosse parce qu'on a peur d'avancer. Alors là, il faut juste expliquer, la fosse, en fait, c'est une étape transitoire du saumon pour se reposer. Parce qu'en fait, comme il dit, il affronte la mort, tu vois, et il se repose, c'est la fosse. Et la fosse, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la maison, c'est un endroit où il est bien. Par contre, il faut qu'il fasse attention aux pêcheurs parce qu'il peut se faire pêcher. D'ailleurs, tu racontes la sortie de mort imminente du saumon. Je sais plus, tu sors une analogie qui est assez drôle d'ailleurs. Là, tu nous sors un truc comme ça, va voir. Je sais plus le terme que t'as parce qu'en fait, je l'ai pas en livre, je l'ai en PDF. Mais voilà, je trouve ça rigolo quand c'est comment t'as appelé ça déjà? C'est la mort imminente, l'espérance de mort imminente du saumon. Ouais, la sortie de rivière imminente. Voilà, pas le prendre mal, mais j'ai trouvé que c'est un livre que je préfère lire à un enfant parce qu'il raconte bien l'histoire. Je lui dis, mais j'aimerais bien le faire lire. Elle est encore petite, ma nièce, mais tu vois, typiquement, j'ai un petit neveu et parce que c'est une belle histoire que j'aurais bien voulu qu'on me raconte enfant, je trouve. Ben, moi aussi. J'aurais aimé ça qu'on me raconte. Ouais, moi aussi. Je trouvais que c'est une belle histoire. Juste pour que parce que dans Salomon, ce que je fais, c'est que j'aurais aimé ça qu'on m'explique ça à l'école. Ouais, moi aussi. Le processus de ce qui allait s'en venir dans ma vie. Peu importe ce que j'allais faire comme métier. J'aurais aimé ça parce que j'aurais souffert beaucoup moins lorsqu'il était venu le temps d'embrasser un changement de vie, faire une sortie de fosse, transcender une peur et un inconfort pour continuer à devenir ce que j'étais supposé devenir, pour continuer à être en cohérence. J'aurais tellement aimé ça qu'on m'en parle que c'est pour ça que je vais te le sortir tout de suite en passant. Je l'ai ici. Bah ouais, fais-nous la promo de ton bouquin. Je vais vous le montrer pour ceux qui... Voilà. Et ce qui est important, là, c'est le sous-titre. Ouais. Seuls les poissons morts suivent le courant. Ouais, j'aime beaucoup celui-là, il est très bien, c'est un bon titre. Ouais. Mais écoutez, en passant, mes premiers livres ont été traduits en russe, j'ai ça ici, en russe et en anglais. Ouais, bien sûr. Ça, c'est bizarre. Mais c'est ça. Donc, je dis ce que j'aurais aimé ça qu'on m'enseigne. Et ce qui me fascine, c'est qu'au début, là, moi, ce que je me suis dit en écrivant ça, moi, ça fait 4-5 ans qu'il est dans ma tête. Là. Et ça fait 4-5 ans que je me dis, s'il fallait que je meure aujourd'hui, c'est la chose que je regretterais le plus, de ne pas l'avoir écrit. Parce qu'il est dans ma tête, ça fait 5 ans. Donc, au premier confinement du coronavirus, je l'ai écrit en 12 jours. Et dès que je l'ai envoyé à mon éditeur, la version finale, on a fait les corrections et j'ai dit, OK, c'est bon, j'approuve cette version-ci. Je te le jure, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, enfin, je peux mourir. Et j'étais très sérieux. Tu as fait la trilogie, tu as fait ta trilogie. En fait. Je me suis dit, c'est pas grave si je meurs parce que moi, mon but, là, c'est pas que ça devienne un succès mondial ou un extra best-seller. Non, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est qu'il existe et que les gens que je connais puissent le lire. Parce que je voulais que ça sorte de ma tête. Pour moi, c'est un accomplissement parce que je m'étais dit,
Je vais écrire le 2e Jonathan Livingston Le Goéland. Je ne sais pas si tu connais, c'est un très vieux livre, oui, un succès mondial. Je ne l'ai pas lu, mais voilà, mais je connais. Il a été traduit dans plein de langues. Et moi, j'ai eu, ça c'est une poussée de vie, moment de forte induction, d'inspiration. Je me suis vraiment dit, je vais écrire le prochain Jonathan Livingston Le Goéland. Mais à ce jour, ce qui est fou, là, c'est qu'au début, là, écoute, c'est la pire année pour publier, écrire un livre. Là. Je l'ai écrit dans le confinement, je l'ai sorti pendant que le gouvernement disait n'allez pas dans les librairies, les bibliothèques. Et je veux dire, j'ai fait la promo alors que personne ne peut aller dans les librairies, les bibliothèques. Mais c'est pas grave. Ce qui est fou, c'est que ça se passe vraiment très bien à ce jour et je suis le premier surpris. Parce qu'au début, les gens me disaient, mais OK, ça s'adresse à qui, ça, ce livre-là? Est-ce que c'est pour les adultes? Est-ce que c'est pour les enfants? Et pour de vrai, j'avais aucune idée. Je leur disais, ben, je m'en fous, je ne sais pas c'était qui ça s'adresse, je ne sais pas à qui. On verra à qui ça plaît. Et ce que je réalise, c'est que, wow, je suis le premier surpris. Là. Il y en a plusieurs qui me disent que c'est mon meilleur livre à ce jour. Mais je ne pensais jamais faire ça, moi, dans ma vie. Parce qu'on n'a pas raconté l'histoire de mes sorties de livres. Mais moi, il y a 8 ans, là, je ne savais pas que je savais écrire. Je n'avais jamais voulu écrire dans ma vie. Ce n'était même pas un rêve. J'ai suivi ma poussée de vie. Je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires de ça. Ça l'a explosé. Je me suis auto-publié pendant 3 mois. Ouais, parce que je crois que j'ai compris. Ça va, c'était un article de blog. C'est ça, tu t'as transformé, je crois, en PDF. Et je crois qu'il y a une journaliste qui a parlé de toi dans une chronique. Et ça a explosé. Tu n'avais pas encore imprimé, tu t'es retrouvé à imprimer. Je m'auto-imprimais, je m'auto-publiais. Ouais. Là, il commençait à avoir des émissions de radio, de télé. Il y a eu une émission de télé sur la plus grande chaîne de télé au Québec, TVA, qui parlait de mon livre pendant 30 minutes. Ouais, c'est une très grosse chaîne TVA, hein, c'est un gros truc. Hein. Oui, c'est ça. Et ça a explosé encore. C'était sans arrêt. Je ne comprenais rien. Je n'étais même pas publié, je n'étais même pas en librairie, en magasin. Il y avait des émissions de télé sur mon livre. Donc, moi, il y a juste une valve qui s'est ouverte, la valve du cœur. J'ai réalisé que j'aime ça écrire. Je pense que j'ai des choses intéressantes à dire. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon 2e livre, mon 3e livre. Mais je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Et surtout pas donner des conférences. J'en ai donné plus que 300 ce jour dans 7 pays. Mais ce que j'ai détesté le plus toute ma vie, moi, c'était de parler en public. Toute ma vie. À mon propre lancement. Ouais, c'est ça. À mon propre lancement de livre, devant 50 personnes. Je n'ai même pas parlé. Je n'étais pas capable. C'était trop difficile, trop stressant, trop inconfortable. Moi, je me disais, je ne suis pas né avec le talent de parler en public, donc je ne parlerai pas. Toute la soirée, les gens me demandaient à quelle heure ton discours. Je leur disais, il n'y en aura pas de discours. Je te confirme que c'est impossible que je parle, que je dise à tout le monde, écoutez, tout le monde, un petit moment de silence, s'il vous plaît, j'aimerais parler. T'es malade, t'es fou. Est-ce que tu penses vraiment que je vais faire ça? Impossible. Donc, il y a quelques années, je n'ai pas parlé à mon propre lancement de livre. Et maintenant, je suis capable de faire des conférences devant des milliers. J'ai fait un stade à Montréal devant des milliers de personnes. Et j'étais le premier surpris à être confortable, confiant, à improviser. Écoutez, je voyais ma face là, sur l'écran géant des 4 côtés là, dans un stade. Et les gens me criaient des trucs et je répondais, je faisais des blagues. J'étais confortable. Mais pour moi, c'était complètement surréel. Mais ce n'est pas parce que j'ai un talent naturel ou que je suis meilleur que les autres. Non, c'est juste parce que je l'ai fait 300 fois. Ouais. Maintenant, c'est du connu. Je sais où c'est drôle, où ce n'est pas drôle. Je sais ce que les gens aiment dans ce que je dis ou ce qu'ils n'aiment pas. Donc, moi, c'est devenu du connu. Donc, mon petit cerveau animal, reptilien, qui a toujours peur, hein, qui a peur, qui pense qu'il y a un mammouth, maintenant, c'est du connu. Donc, il n'y a plus peur. Attends, t'as pas peur de t'ennuyer? Parce que toi, quand c'est connu, tu deviens confortable. Est-ce que tu te sens pas... Tu vas rester encore conférencier? Écoute, c'est une très bonne question. Et moi, ce qui met du piquant dans ma vie, ce qui a mis du piquant suite à ma nouvelle carrière de conférencier, c'était mes deux grandes sorties de zone en tant que conférencier. C'était ma première conférence en Europe, à Paris. Moi, je pensais que j'avais atteint le sommet de l'Everest, que j'en donnerais jamais une deuxième. Mais là, j'en ai donné une centaine. Je ne savais pas que j'en ferais. Et ça a été ma première conférence en anglais. Très difficile, très inconfortable, très stressant. Mais ça m'a fait passer à un autre niveau. Et la dernière, donc j'en ai donné une dizaine en anglais ce jour. Et ma dernière était où? Était juste avant, non, ça c'était en septembre. Moi, c'était au Grand Palais de Paris. Écoute, ce qui est fou, là, ce qui est le plus fou, là, c'est que l'année dernière, jour pour jour, j'étais à Paris, j'étais invité à donner des conférences en anglais à Paris, au Salon mondial du changement, de Change Now Summit. Et je donnais des conférences en anglais à Paris, au coin des Champs-Élysées, devant les Invalides. Pour moi, c'était complètement surréel. Et 6 semaines après, le monde changeait.
J'étais au sommet mondial du changement et 6 semaines après, personne ne savait que le monde allait changer aussi drastiquement. Mais ça, c'est un petit peu ironique. Là. Écoutez, il y a une chose à laquelle Martin ne nous prépare pas mentalement. C'est d'un jour donner une conférence avec des gens au-dessus de notre tête. J'espère que ça ne reluira pas trop. Ça va? Tu nous parles quelque chose qui s'impose à nous. La perte de cheveux. Ça, on va venir quand même au sujet. La perte de cheveux. Oui, c'est très important, la perte de cheveux. C'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est un peu, moi je dirais, c'est une sortie de zone. C'est une sortie de zone de confort total. On est chauve. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et je reviens au bébé. On est chauve. Hein, parce que la dernière fois, tu nous avais dit effectivement l'analogie du bébé. En fait, on est chauve, hein, finalement. Alors, toi, je voudrais savoir, mon public, c'est quand même un public d'hommes chauves, qui ont des problèmes de confiance en eux. Ils pensent que parce qu'ils deviennent chauves, c'est la fin du monde, ils peuvent plus trouver de femmes, etc. Enfin, toutes les excuses. Est-ce que toi, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, ouais, c'est ça. Alors, Bald is beautiful ou pas alors? Dis-nous, Daniel. Quand est-ce que tu as commencé à perdre tes cheveux? Vers 22 ans environ. Ouais, c'est jeune, hein? OK. Et tu sais que perdre ses cheveux, devenir chauve, c'est trop de testostérone. Alors, ça, il paraît que c'est assez. En fait, ça, c'est faux, mais j'adore le penser que c'est vrai. J'en parlerai dans la prochaine vidéo YouTube. Non, c'est vrai. Pourquoi les femmes ne perdent pas leurs cheveux? Ah ouais, vas-y. Aucune testostérone. Non, mais c'est pas. Elles en ont moins que nous. Elles en ont un peu, heureusement, parce qu'on n'aurait pas d'énergie, mais c'est vrai que c'est drôle, ouais. Mais c'est pas un hasard si ce n'est que les hommes qui perdent leurs cheveux. Oui, bien sûr. C'est une question d'hormones. C'est pas. Non, bien sûr. Il y a quelque chose. C'est au niveau de la DHT. Enfin, ouais, il y a des choses, effectivement. Mais c'est assez intéressant. Ça t'a commencé, donc. Ouais. C'est masculin. C'est sûr, c'est plus masculin. C'est pas de l'estrogène. Non, c'est sûr. Non, c'est un rapport avec la DHT, effectivement. C'est une question de. Voilà. D'ailleurs, je ferais peut-être venir un jour, peut-être Monsieur Cheveux, qui est un spécialiste français, justement, sur la perte de cheveux. Alors, lui, il est pour la greffe de cheveux. D'ailleurs, Daniel, est-ce que tu as pensé un jour à te faire pousser des cheveux, repousser des cheveux, Non, mais écoute, moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux vers 22 ans. Et si aujourd'hui, tu m'offrais d'avoir des cheveux. Ouais. C'est la question que j'allais te poser. Daniel, justement. tu peux retourner en arrière, tu peux revoir tes cheveux si tu veux. Ouais. Honnêtement, je ne les voudrais même pas. Là. Je n'ai jamais autant aimé mes cheveux que depuis que j'en ai plus. Là. D'accord. Donc, ce n'est pas si grave que ça. À tous les chauves qui t'écoutent, là. Born to be bald. C'est ça. Born to be bold. Ouais, c'est ça. Born to be bold. Bon, mais à vous qui écoutez Born to be bold, vous allez voir, c'est pas si grave que ça. Puis au contraire, si vous pensez que vous pourrez plus, vous ne plairez plus à la gente féminine parce que vous êtes chauve, c'est le contraire. Raconte-nous un peu là. Parce que toi, en fait, ça fait longtemps que tu es avec ta femme d'ailleurs. Toi effectivement, ça fait. Je veux dire, voilà, tu étais adolescent, voilà, vous l'avez rencontré, je crois qu'on parle. J'avais des cheveux. J'avais la tête remplie de cheveux. Là, j'avais 17 ans, j'en ai 49. Il y a des photos dans ton livre, d'ailleurs, on te voit comme ça avec des cheveux. Ouais, mais j'avoue que lorsqu'on a des cheveux et on est en train de perdre nos cheveux, on pense que. Oui, c'est la fin du monde. C'est genre. C'est exact. Ouais, mais ça, c'est ça une sortie de zone. Ça, c'est la vie qui nous impose le changement. Voilà. C'est tout. Et on réalise qu'il y a une autre vie après. Et ce n'est pas si grave que ça. On n'est pas en train de mourir. Ah oui, je dis la même chose, bien sûr. Non, mais Mais quand on est dedans, en fait, on a l'impression que ça s'étombe contre nous, tu vois. Et en fait, moi, ma petite théorie très simple, c'est juste que le paire de cheveux, elle met juste en avant, tu sais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, les problèmes d'insécurité, les problèmes de timidité, etc. Si elle arrive, voilà. Et bon, mais je te jure, ça impacte. Hein. Tu verras les commentaires sur mes vidéos. Je vois qu'il y a une vraie souffrance. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Hein. Je reçois tous les jours des commentaires de gens contents. Ah ouais, merci de parler de ce sujet. Et voilà. C'est marrant. Toi, est-ce que tu en as souffert ou pas? Parce que là, tu le dis maintenant à au début, 40 ans. Voilà, raconte-nous les débuts un peu. Parce que là, ils vont se dire, ouais, attends, Daniel, ça y est, il n'a jamais eu de souffrance. C'est un super-héros. Je peux pas dire que j'ai souffert vraiment de ça. Ouais. Je me souviens pas d'avoir souffert. Là. Pour vrai, ça me faisait chier au début. Là. Je me disais, je perds mes cheveux, ça me fait chier. Parce que je savais pas qu'il y avait une autre vie après. Là. Oui, je savais pas que je pouvais quand même. Je deviendrais pas laid parce que je perds mes cheveux. Donc, mais pour de vrai, là, si j'avais à me parler à l'époque, ou si je parlais à un jeune qui est en train de. Voilà, imagine, voilà. Daniel de 22 ans, là. Daniel de 22 ans qui perd ses cheveux. Je veux dire, c'est un détail, là, on s'en fout. Oui. Tu vas passer à une autre étape, tu vas passer à un autre niveau, puis ça va être le dernier de tes soucis. Ta calvitie, je te le promets. Donc, ne t'en fais pas, là. Embrasse le changement, embrasse ta sortie de zone, ça s'en vient. De toute façon, tu n'auras pas le choix. La vie s'en fout, elle s'en fout complètement que tu aies le goût ou non de perdre tes cheveux. Ça arrive. C'est ça une sortie de zone. La vie nous l'impose. Qu'elle nous l'impose ou qu'on le sente, en bout de ligne, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Donc, on a un choix. Résister et souffrir, faire nénéné, fais chier, j'ai peur, ou l'embrasser et grandir et passer à un autre niveau. Donc, c'est ça. C'est ce que j'aurais à dire. Donc, c'est ça. Il y a une autre vie
Ouais. J'ai dit la même chose, tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un là qui est en mode, qui porte une perruque, qui a fait des greffes? Non, mais c'est vrai. Oui, j'aurais un conseil. Oui, si vous pensez que ça ne paierait pas, là, ça paierait beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, et vous avez de l'air plus ridicule avec une perruque. T'as porté une perruque, toi? Non, jamais ça. Non. Est-ce que t'as jamais essayé, en gros, t'as pas essayé de camoufler parce que tu sais qu'il y a aussi les poudres, tu sais, les poudres densifiantes. Et non, mais c'est un vrai marché, le marché de la paire de cheveux. C'est des milliards de. Ça ne m'a jamais traversé la tête, l'esprit. Non. Ouais, non, ils jouent sur la souffrance. Tu sais, le marketing, on joue sur la souffrance et il y a beaucoup de. On s'entend tous pour dire que ceux qui portent des perruques, qu'on voit porter des perruques, sont dans la souffrance. Ils ne sont pas du tout dans l'acceptation. Ils ne sont pas en train d'embrasser la sortie de zone. Au contraire, ils sont en train de résister à ce. Oui, résister aux changements. Et ça fait souffrir. Parce qu'on en revient à ton principe sortie de zone. C'est la même chose. Là, on parle de la perruque, mais bon, il y a des hommes qui mettent. Et c'est marrant parce que moi, j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, ouais, ta vidéo, elle m'a parlé. Il avait une paire de cheveux. Il s'en voit même pas, mais tu sais, on peut camoufler, etc. Nous, à notre stade, c'est fini. Nous, notre stade final. Nous, ça ne sert à rien, tu vois. Et lui, il est encore plus complexé quand ça commence. Mon petit frère était plus complexé que moi aussi, bien avant. Moi, ça a commencé à 24 ans. Je me suis rendu compte à 25 ans à peu près. D'accord. Okay. Et c'était un choc. Ah ouais. Mais bon, je m'en suis remis, puis j'étais dans le déni, moi. Parce que toi, dis-moi, dans ta famille, tout le monde est chauve ou pas? Est-ce que c'est de côté père et mère? Je suis le seul, même mon père qui a 75 ans. Encore tous ses cheveux. J'ai la même chose. Mon père, il a tous ses cheveux aussi. Mes grands-pères, leurs cheveux. Non, il n'y a personne qui est chauve dans ma famille. Comment t'es devenu chauve alors? Je sais pas, aucune idée, je m'en fous, je ne veux pas savoir. C'est ça qui est ça, c'est la vie. Et pourquoi je mesure 5 pieds 10? Parce que je mesure 5 pieds 10. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, on s'en fout. C'est le dernier de mes soucis. dernier de mes soucis. Mais c'est bien que tu fasses des entrevues là-dessus. Bah oui, parce que c'est. Alors, bien sûr, parce que nous, ça nous paraît facile, mais c'est vrai qu'on est un certain. Conseil, au niveau des étapes, moi personnellement, ce qui m'a aidé, c'est que en fait, simplement, j'avais des problèmes de timidité avant. Voilà. Et moi, personnellement, comme j'ai vécu ma timidité, finalement, ma paire de cheveux, je l'ai acceptée plutôt facilement. Mais il y a quand même une étape assez bâtarde, je sais pas si tu as eu ça. C'est l'étape où tu as quasiment plus de cheveux et tu continues quand même à aller chez le coiffeur et tu gardes ce que tu as. Ouais, moi, je dirais, coupez-vous les cheveux très courts le plus tôt possible. Ouais. Très, très court le plus tôt possible. Et ensuite, prochaine étape, c'est le rasoir. Et vous allez y aller graduellement, là, mais j'en vois encore aussi là, qui se laissent quand même pousser les cheveux. Ils ont un petit peu de cheveux, ils les gardent. Là. Sortez la hache, là, sortez le rasoir tout de suite. Là. Mais coupez tout, là, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous avez un petit peu de cheveux que vous êtes un petit peu beau. Là. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Enlevez tout. C'est beaucoup plus beau avec rien que juste un petit peu, des petites touffes à gauche et à droite. Ça, c'est mon opinion, mais je ne suis pas une fille. Donc, je suis un gars et je ne suis pas gay. Donc, ne vous fiez pas trop à mon opinion. Là. C'est mon humble opinion en tant que gars qui s'assume chauve depuis plusieurs années. Oui, bien sûr. Il ne s'ennuie pas du tout de ses cheveux. Tu as un site web où tu proposes des formations sur comment... changer de vie, donc toi, c'est spécialité, je crois, c'est le changement de vie. Ça veut dire, je veux quitter mon travail. Voilà. Écoute, ça, c'est des grandes sorties de zone extrêmes. Ouais. Il peut y avoir des petites sorties de zone dans la vie. Ça peut être plein de trucs. Tu n'es pas obligé de changer de carrière ou de travail dans la vie pour faire des sorties de zone. Ça ne veut dire que de transcender des peurs, des inconforts pour passer à un autre niveau, avancer dans la rivière. Mais oui, des sorties, des changements de carrière, de travail, de vie. Ça, c'est des grandes sorties de zone. Et j'ai créé une formation en ligne sur le web, sur mon site internet, danielblouin.com. Ouais, on mettra un lien justement, vous verrez. Sortidezone.com, c'est le même site internet. À la section formation, je coach des gens depuis plusieurs années un peu partout dans le monde. Donc, c'est un condensé, c'est un résumé avec un cahier d'exercices. Je vous challenge, je vous pose les bonnes questions pour vous faire réaliser où vous en êtes dans le processus de sortie de zone, parce que la vie, ce n'est que ça, où vous en êtes là-dedans, là, et vers où marcher. Parce que lorsqu'on ne sait pas trop vers où marcher, lorsqu'on veut sortir de la fosse, de la zone, il y en a qui savent exactement, mais ils ont peur, ils ne le font pas, donc ça, je les aide. Mais il y a ceux qui ne savent pas du tout quoi faire. OK, mais si je sors d'ici, je fais quoi après, là, je vais où? Et ça, je les aide à mettre le doigt là-dessus. Exactement, et ça, il faut marcher vers du fou. Ce n'est pas changer pour changer. C'est changer pour grandir, évoluer, progresser et avoir l'audace de sa cohérence. Et ça, c'est la phrase. Avoir l'audace de sa cohérence. Ça prend du courage, devenir ce qu'on est réellement
supposé devenir comme un saumon pour revenir à notre source. Et ça, je le vois sans arrêt, je le vois chaque semaine. J'ai des groupes privés que j'appelle le one-on-ones, des groupes de 15 personnes que j'accompagne à chaque semaine pendant 2 mois. Ça, je fais ça aussi, mais il faut passer par le programme en ligne avant, qui est pas très cher, c'est environ 40 €. Ça vaut vraiment le coup. Je vois des transformations assez spectaculaires. Donc, c'est ça, mes livres, mes formations, mes conférences. Je fais des conférences en ligne. Si vous voulez voir des conférences, allez sur mon site Internet, section boutique. Il y a tous mes livres et il y a des conférences que vous pouvez vous procurer pour quelques dollars, quelques euros. Donc, tout est là. Laissez votre email sur mon site Internet. Je vous envoie plein de vidéos de coaching que j'ai filmées. Ouais, on mettra un lien comme ça pour vous inscrire. J'ai filmé en Polynésie, à l'île de la Réunion, au Maroc, un peu partout. Toujours en lien pour vous aider à effectuer vos sorties de zone, accélérer vos sorties de zone et les faciliter surtout. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Moi, je vais te mettre au défi, Daniel. Est-ce que tu serais capable, justement, un chauve qui ne se sent pas bien dans sa peau, est-ce que tu arriverais à le faire se sentir bien ou pas? Cette sortie de zone, accepter sa calvitie ou pas? Est-ce que tu serais prêt à accepter ce challenge, imaginons? Accepter ce challenge avec une personne en particulier, tu penses? Ouais, imaginons un homme qui a des problèmes. Parce qu'en fait, le chauve, comme je dis, c'est un prétexte. C'est pas la seule chose, généralement. Parce que les hommes sont pas parce que c'est visible. Généralement, on va se rendre compte qu'il y a d'autres choses, tu vois. Mais imaginons un de mes followers, voilà. Ben ouais, absolument. Ça me fera plaisir. Il arriverait à assumer, voilà. Et mais dit, je ne vends pas de perruques. Okay. Si jamais à ma section boutique sur mon site Internet, il n'y a pas de perruque. Donc, ne vous attendez pas à ça. Si jamais ça peut vous aider à vous assumer. OK. Bah écoute, le challenge accepted, comme dirait tonton Barnet. Avec plaisir. Born to be bold. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, bold, parce qu'on m'a déjà demandé pourquoi je disais bold. Parce qu'en fait, à la base, je voulais appeler ça B-O-L-D, bold. Mais en anglais, c'est aussi avoir de l'audace. Mais bold aussi, c'est être à nu. Et c'est ça aussi un peu de ta philosophie aussi. C'est qu'on est à nu, on se met à nu. Voilà, quand on est chauve. On devient des bébés, on devient des gros bébés. On devient exactement qui on est supposé être. Voilà, on redevient... sans artifice capillaire. C'est ça, voilà. Il y a plus complètement nu. Mais d'ailleurs, toi, tu as fait de la méditation, d'ailleurs. Dont beaucoup, par exemple, des Bouddhas, enfin, tu sais, les moines, souvent, Jani, ils sont chauves, d'ailleurs. Il y a un côté spirituel, d'ailleurs, dans ça. Ben, il paraît que c'est pour être plus en connexion avec le monde. Non, mais je crois quelque chose comme ça. Mais moi, toi qui as fait des choses comme ça, toi, parle-nous un peu de ta méditation. D'ailleurs, c'était intéressant dans ton livre, tu en parles quand tu as fait ta méditation. Là. Genre, tu racontes qu'il y a même de la douleur. C'est-à-dire le fait de rester pendant plusieurs heures sans rien faire. Oui. C'est le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie. Ça. C'est-à-dire que j'ai fait des retraites. C'est le truc le plus fou, le plus difficile et le plus positif que j'ai fait dans toute ma vie. C'est-à-dire j'ai fait des retraites de méditation vipassana. Ouais. Ça, c'est quoi une retraite de méditation vipassana? C'est dans un centre. Il y a plein de centres un peu partout dans le monde. On va dans un centre pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, à chaque jour, on médite 10 heures par jour. Il y a des pauses à chaque heure. C'est long. Hein? Il y a un horaire. C'est toujours le même horaire. On commence à 4h30 le matin et ça finit à 9h le soir, mais 10 heures de méditation par jour. C'est long. Et 24 heures sur 24, on ne regarde personne dans les yeux, on n'a rien à lire, on n'a rien à entendre, on n'a pas de livre, on ne fait que ça 24 heures sur 24 pendant 10 jours. C'est le truc le plus fou, le plus puissant pour dénouer des nœuds qu'on a dans le subconscient. Parce que tous nos nœuds lèvent. Lorsqu'on fait ça, ce n'est pas une question de croyance. Croyez-y même pas, on s'en fout. Là. C'est comme ça que ça marche, et ça marche. C'est que lorsqu'on calme l'esprit au maximum, 10 heures par jour pendant 10 jours, tous nos nœuds lèvent à notre esprit et ça sort dans notre corps, c'est-à-dire en douleur. Et on apprend comment dénouer les nœuds et dénouer pour qu'il n'y ait plus de douleur du tout. Ça s'évapore dans notre corps et c'est-à-dire que c'est relié directement à un nœud dans notre subconscient. Le truc qu'on rumine, les cacas qu'on rumine, qui rebondissent toujours, quand on réussit à le dénouer, ça s'évapore de notre tête en même temps. Écoute, j'en ai vu des transformations de fou, là. Même des gens qui ont guéri des problèmes physiques, des paralysies faciales, il y a plein de symptômes qui sont directement reliés physiques à nos nœuds dans le subconscient. Là. J'ai fait ça 7 fois à ce jour. C'est pas pour rien que je l'ai fait 7 fois, là. Même si à chaque fois, c'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait de ma vie. Faites ça pendant 5 minutes, vous allez voir, c'est long. 5 minutes, c'est très, très long. Là. Imaginez 10 heures par jour pendant 10 jours. Là. Mais c'est le meilleur conseil que je ne peux pas donner. Si on me disait, il te reste un conseil à donner et dans 2 minutes, tu es mort, donne le conseil que tu veux aux gens que tu aimes. C'est le meilleur conseil. Je ne saurais pas quoi dire
de meilleur que va faire ça une fois. Tu vas comprendre, tu vas tout comprendre, comment les nœuds que tu as, que tu ne sais même pas que tu as, premièrement. Là, tu vas te dénouer, tu vas devenir plus léger, plus lumineux, plus en paix, plus tout. Et tu vas savoir exactement comment ne plus jamais te remettre de nœuds dans le subconscient en ruminant du caca, c'est-à-dire en réagissant mal à tout ce qui t'arrive, que la vie t'impose comme sortie de zone, que tu sens que tu dois faire. Ça revient, c'est directement relié à mon concept sortie de zone. L'art d'embrasser le changement, c'est-à-dire d'accepter ce qui est pour avancer. Si on n'accepte pas ce qui est, c'est qu'on se crée des nœuds. Et ça devient lourd. On devient moins lumineux, on devient moins léger. Mais c'est fou, là. Je veux dire, je l'ai vécu. Moi, je croyais à rien de ça, moi, à l'époque. Je n'avais jamais fait ça 2 minutes dans ma vie. Là. Je connaissais rien là-dedans. Là. Mais moi, ça m'a complètement transformé. Je vois toujours des témoignages de ça. Là. Je connais plein de gens qui ont fait ça maintenant un peu partout dans le monde. Et c'est fou. Là. Allez juste regarder un petit peu sur Internet, le trouver sur Google. Hein. Il y a des reportages dans des prisons. Ils font ça dans tout plein de prisons dans le monde. Ça transforme les prisonniers, même des meurtriers, peu importe. Non? C'est fou. Mais tout le monde a des nœuds. Tout le monde. 100% de la population a des nœuds dans la tête. Et ça, moi, je ne le savais pas, ça. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, je n'allais pas là pour me dénouer des nœuds. Mais j'ai appris que j'ai des nœuds. J'avais des nœuds. Et j'en ai probablement encore. Là, c'est sans arrêt. C'est l'histoire d'une vie, ça, de se dénouer nos nœuds pour devenir ce qu'on est réellement supposé devenir. Parce que des nœuds, ce que j'appelle des nœuds, ce n'est pas nous. Là. C'est juste un nœud d'énergie. C'est juste un nœud qui nous bloque et qui rebondit, qui nous fait chier, hein, qui nous fait souffrir. Et parfois, on souffre et on ne sait pas pourquoi on souffre. Ben, c'est ça. C'est des nœuds qui sont dans notre subconscient. Donc, c'est pas de la magie, c'est pas de la croyance, c'est de la physique, c'est de la biologie. Tester, Méditation, c'est pas facile. Est-ce que tu aurais des conseils? Parce que là, tu parles d'un stage, mais là, en ce moment, on est un peu enfermé chez nous. C'est le moment aussi de méditer. D'ailleurs, moi, ce qui s'est passé quand on s'est retrouvé le premier confinement, au mois de mars, j'ai médité. Moi aussi, j'ai essayé de faire du sport, méditer. Tu aurais des conseils un petit peu pour des gens qui voudraient se lancer un peu à la méditation avant quand même de faire un stage? Que toi, c'est un peu brutal. Hein, c'est quand même 10 heures par jour. C'est l'extrême. Tu aurais des petits conseils un peu pour se mettre justement, parce que, encore une fois, être à l'aise, accepter ce qui nous arrive, tu vois, la calvitie, les problèmes, tout ça. Pour moi, le conseil que j'aurais aimé ça qu'on me dise à l'époque, là, parce que moi, je ne crois pas vraiment à ça. Là. Pour moi, c'était de la grosse perte de temps. Pour moi, méditer, ça voulait dire se calmer, se reposer, relaxer. Moi, c'est ça que ça voulait dire. Là. Mais ça n'avait rien à voir. J'avais absolument rien compris. Là. Méditer, là, c'est comme si je vais te prouver comment ton cerveau fonctionne. C'est-à-dire, ceux qui me disent « je ne crois pas à ça », là, par exemple, j'aurais besoin qu'on m'explique ça à l'époque. Là. OK, Daniel, toi, tu ne crois pas à ça. OK. Ferme-toi les yeux 5 minutes, là, puis là, tu vas voir la différence entre être là et ne pas être là. Tu vas le voir. Là. Et quand tu ne seras pas là, OK, tu vas être où? Hein? T'es où? OK, tu ne crois pas à ça? Là? Ferme-toi les yeux 2 minutes là, et OK, respire, concentre-toi ici. Là. OK, là, tu es là. Ferme-toi les yeux, tu respires, concentre sur ta respiration. OK, là, tu es là. OK, là, tu es là. Tu es là, tu es là. OK, une seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. OK. Là, je suis rendu au travail. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout à l'heure? Nanana. Là, je suis en train de passer à plein de trucs. OK. Là, vois-tu, là, t'es pas là. T'es pas là. Non, t'es rendu là-bas. Là. OK, reviens ici. Mais là, t'es où? Là? OK, reviens ici. OK, là, t'es là. Tu vois la différence entre être là et ne pas être là? Là? Il y a une très grosse différence. Oui. Quand on fait ça, c'est tous nos stimuli qui lèvent. Quand tu es là-bas, là, tu n'es pas là, c'est pas toi, ça, là-bas. Là. Tu es dans tes stimuli que tu as vécu. C'est tous tes petits stimuli qui remontent. Et quand tu fais ça 10 heures par jour pendant 10 jours, ou tu fais ça sans arrêt, ou ça devient une façon de vivre à un moment donné, mais c'est tous tes nœuds qui sont plus profonds, qui sont plus lourds, que tu ne vois jamais, qui sont complètement dans ton inconscient, qui vont lever à la surface. Et là, ils vont tous apparaître. Et la seule façon de faire pour se dénouer ces nœuds, c'est de ne pas réagir à ce qui va arriver. Parce que tu vois, ça va faire mal. Tous tes gros nœuds, là, ça va faire mal, ça va sortir dans ton corps. Et la technique, c'est que tu regardes, ça fait mal. Moi, j'avais des couteaux dans ma tête, des couteaux dans le dos, tellement ça faisait mal. J'avais des tournevis. Incroyable. Ouais. Ça faisait tellement mal, je pensais que j'avais une bosse. Là. Mais c'était juste dans mon subconscient. Là. Mais ça sortait dans mon corps. Et la technique, c'est je regarde, je suis zen, je sais que ça fait mal, je ne fuis pas, ça fait mal. Mais je ne réagis pas. Je suis zen et je sais très bien que ça va s'évaporer si je ne réagis pas.
et ça s'évapore. Je l'ai trop vécu souvent. Hein? Ça s'évapore. Moi, je connais des gens qui ont guéri des paralysies faciales. Ils ne sont plus paralysés du visage. Ils avaient commencé à faire des crises de panique. Ils avaient paralysé. Et là, grâce à Vipassana, ne sont plus paralysés. Là. Mais j'ai plein de trucs comme ça. Là. Donc, c'est ça. Tu sais que ça va passer. Et si tu veux resserrer le nœud et souffrir encore plus, là, réagis à ça. Ouais, rumine ton caca. Et quand ça lève, là, dis-toi, ça fait chier, ça me fait chier. Hostie, ça fait chier. Mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, mes amis, ça fait chier. Il y a 2 choses qui font chier. Juste 2. C'est ce que tu veux, ça c'est ton ego. Là. C'est ce que tu voulais qui arrive et qui n'est pas arrivé, avec la palette de couleurs, une grande palette de couleurs. Et de l'autre côté, ce qui est arrivé et que tu ne voulais pas qu'il arrive, avec l'autre palette de couleurs, comme le coronavirus, par exemple. C'est un ou l'autre. C'est ça qui crée des nœuds. Et quand on rumine ça, c'est là qu'on resserre le nœud. C'est juste un nœud qu'on resserre. Mais ça, je ne le savais pas, moi, à l'époque. Moi, j'étais le premier à réagir en con. Complètement en con. Là. J'étais ridicule, mais spectaculairement ridicule. Là, je réagissais. J'avais un gros ego. Gros. C'est ça, un ego. Il réagit. Il est offusqué, il est outré, il est fâché, il fait chier. Tout. J'étais outré parce que je lisais dans le journal, la télévision, des choses qui ne me concernaient même pas du tout. Zéro. Et là, j'étais outré, scandalisé, fâché. C'était ouf. Moi, je vivais là-dedans. Là, j'étais tellement... Je pensais que c'était ça, la vie. Il faut être outré, fâché, toujours dans le caca, là, hein, en resserrant les nœuds. Et là, je devenais lourd. Et je souffrais tout seul dans ma tête. Tout seul pour des conneries. Évidemment, des fois, c'est pas des conneries, c'est des gros trucs. C'est aussi rattaché au pardon. Pardon aux autres. Ça veut pas dire excuser, hein, ça veut dire pardonner pour se dénouer le nœud. Ou se pardonner à soi-même. Ouais, bien sûr. Pour se dénouer les nœuds. Mais c'est tout relié, ça. Parce que si on ne pardonne pas, c'est qu'on est dans la haine, la colère, on se fait chier, et l'autre me fait chier. Mais nous sommes d'un ridicule spectaculaire. J'étais spectaculairement ridicule à l'époque. Je le sais, là. J'ai comme 2 vies. Là. La vie de mon gros ego. Là, c'est que j'avais un très gros ego, je me pensais très bon. Mais j'avais aucune bonne raison d'avoir un gros ego, de me penser bon. Maintenant, j'aurais beaucoup plus de raisons. Là. J'ai eu beaucoup plus de succès aujourd'hui que j'en avais à l'époque. Puis, je m'en fous complètement. C'est le dernier, je m'en fous. Mais j'ai appris ça là, avec Vipassana, avec 7 retraites de méditation de Vipassana, 10 heures par jour pendant 10 jours. Ça m'a complètement dégonflé l'ego. Là. Et je réagis encore. C'est pas comme si mon ego est disparu. C'est l'histoire d'une vie, apprendre à gérer ça. Là. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Parfois encore, je réagis mal, mais je réagis beaucoup moins longtemps et c'est beaucoup moins souffrant parce que je m'en rends compte et je reviens vite. Je comprends ce que mon ego est en train de vivre. Il veut, il y a pas, il se fait chier, ou ça arrive, puis je voulais pas que ça arrive, ça fait chier. Là, je le vois, ça. Ça, on appelle ça la pleine conscience. Le 6e sens, on parle, le 3e œil aussi, on parle de ça. Tout ça, mais ça, c'est être conscient, être vigilant par rapport à ce que tu es en train de vivre, ta façon de réagir. Mais avant, j'avais aucune idée. Moi, je pensais que c'était ça, la vie. Il fallait être comme ça. Là. Il fallait être outré. Donc, il fallait être au courant des nouvelles. Au journal, à la télévision, il fallait que c'était important que je sache. C'était important que je sois outré pour des conneries que j'ai aucune idée c'est quoi, là, qui me concernent pas du tout. Là. J'étais ridicule. Puis plus on fait ça, plus ça nous saute au visage, plus on les réalise qu'en général, les gens sont ridicules. On est ridicule. Et c'est la même chose avec le coronavirus. Hein. Oh oui, ça veut pas dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais il y en a qui ruminent du caca. Il y en a qui souffrent beaucoup. Là. C'est fait chier. C'est parce que ça arrive quand même, là, le coronavirus. Même si ça te fait chier et tu rumines, ça se passe quand même. Ça arrive. Ça arrive, peu importe que tu aies le goût ou non. C'est là. Donc, tu as un choix. Résister et souffrir ou l'embrasser et grandir. C'est-à-dire accepter de passer à un autre niveau. Maintenant, faire des entrevues sur Zoom, faire des conférences sur Zoom, faire du coaching sur Zoom. Ou peu importe. Moi, c'est ça mon métier dans la vie. Là. Je fais des conférences partout dans le monde. S'il y en a un qui est affecté, c'est bien moi. Là. Oui. Des événements dans le monde. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué.
je pourrais réagir et souffrir beaucoup présentement. Mais je suis passé à un autre niveau. Je suis passé à une autre étape. Et je ne souffre pas du tout. J'ai passé une des plus belles années de ma vie en bout de ligne. Au début, c'était difficile, j'avais peur. Mais en ayant eu l'audace d'embrasser ça, là, puis de passer à un autre niveau, j'ai passé une des plus belles années de ma vie. Et ce n'est pas une blague. Et même qu'aujourd'hui, je dirais là, que je prendrais, si j'avais le choix, là, pour vrai, je prendrais un coronavirus 1 mois par année pour le reste de ma vie. Tous les ans, je prendrais 1 mois de coronavirus pour que tout arrête. C'est fantastique, c'est merveilleux. Et sans se sentir coupable de ne rien faire, parce que tout arrête. Tous les autres ne font rien. C'est vrai que c'était assez incroyable hein, quand on s'y pense. C'est spectaculaire. Le monde entier était arrêté. Bon, après, voilà. Après, on ne se sentait même pas coupable parce que tout le monde est arrêté. C'est ça qui est fantastique. C'est vrai que c'est intéressant. Après le premier confinement, après le deuxième confinement, bon, après, ça a beaucoup. D'ailleurs, ça a énervé tout le monde. Le premier confinement, c'est vrai que c'était intéressant. Tout était arrêté. Effectivement, moi-même, je me suis remis en question et beaucoup de gens, effectivement. Il y a des gens qui ont acheté des formations, qui ont voulu changer leur vie. Et puis, comme c'était imposé un peu. Et puis, on en revient à Calvitie, c'est pareil, c'est un truc qu'on t'impose, hein, c'est pas toi qui l'as choisi, ça arrive. Bah, moi, souvent, je dis, je ne peux pas me concentrer sur des choses que je ne contrôle pas. Donc, les infos, moi, je les regarde le moins possible parce que c'est que des trucs négatifs. D'ailleurs, ça nous met dans une transe négative, c'est que des choses négatives tout le temps. Je suis jamais regardé. Et on est impuissant, c'est négatif, ça rend les gens fous. C'est ça leur travail, c'est d'être négatif. Ah non, mais c'est nous rendre. Et puis moi, je fais du marketing, je fais du copywriting, hein, donc je sais manipuler les gens s'il faut. Oui, les ficelles, je les vois venir. Hein. Les journalistes, tu sais, ils sont pas très fins, hein, et les gens politiques encore moins. On les voit venir. Ça nous saute au visage, c'est devenu ridicule et on s'en fout. Ouais, voilà, mais bon. Il y a beaucoup de crédibilité qui s'est évaporée. Oui, bien sûr. Bon, bref. La crédibilité est disparue. Là, non, c'est sûr. Donc voilà, on veut vous concentrer sur certes, on est en train de nous manipuler sur plein de choses, ça on le sait. Hein. On en reparlera peut-être d'ailleurs un jour de ça. Mais globalement, c'est vrai que concentrez-vous sur ce quoi vous pouvez contrôler. Et effectivement, bah oui. Et tout ce qu'on peut contrôler, c'est notre façon de réagir. C'est tout. Oui, c'est vrai. Ruminer ou ne pas ruminer du caca. Bon, alors Daniel, on va clôturer petite émission. Alors, merci d'être venu. Alors, est-ce que tu auras un mot de la fin? Alors, je te rappelle encore une fois, pour notre public, pour des hommes chauves, est-ce que tu auras un dernier conseil à leur donner? Soit c'est un coup de pied au cul, ça peut être un coup de pied au cul, ça peut être… Acceptez-vous, je vous aime. Voilà. Born to be bold, c'est fantastique. Il y a une autre vie. N'ayez pas peur, c'est pas la fin du monde. C'est pas un cul-de-sac, vous ne mourrez pas. Ouais. Ça. Et vous aurez plein de nanas aussi. Il y a plein de nanas qui vous attendent. C'est ça.